Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici le programme de votre après-midi. Dans un instant, audition de Michel Sapin, ministre des Finances, et de Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Les deux ministres sont entendus par la Commission des Finances du Sénat sur le collectif budgétaire. Il a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Analyse et décryptage à suivre de notre journaliste Tam Tranui. Puis on se retrouve à 19h pour 24h Sénat, le journal. Nous reviendrons sur la réforme ferroviaire contestée par les cheminots qui entendent reconduire pour 24 heures la grève. En séance publique, les sénateurs débattent des conclusions de la mission d'information du Sénat sur le sport professionnel et les collectivités territoriales. Je vous propose d'écouter à ce sujet Michel Savin, sénateur UMP de l'Isère. Il nous parle de la particularité du modèle français. Nulle part en Europe, le sport professionnel rentable, celui qui draine des sommes considérables et qui fonctionne comme une véritable activité économique, ne fait l'objet de subventions publiques. La France se distingue en cela clairement de la pratique européenne, ce qui pose question en ces temps de disette budgétaire. Deuxième constat, concernant les stades, un mouvement important est à l'œuvre en Europe, notamment depuis la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne, qui s'illustre par la construction de nouveaux stades dont les clubs sont les propriétaires. Cela remet en cause le modèle français de propriété municipale du stade. Nous avons constaté en Allemagne et encore plus en Angleterre que la responsabilité sociale des clubs était considérable. Chaque saison, ce sont ainsi près de 40 millions de livres sterling qui sont consacrés à des projets socio-éducatifs par les clubs de la Première Ligue au travers de leurs fonds de dotation. En France, seuls 5 clubs de football sont dotés de fondations ou de fonds de dotation et leur budget se chiffre à 400 000 € tout au plus. Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors dans un instant, je le disais, on va suivre l'audition des ministres des Finances et du secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert, entendus tous les deux par la Commission des Finances du Sénat. Une audition qui s'inscrit dans un contexte de fronde à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, où l'appel des 100 est en train de faire tache d'huile. Et oui, au Sénat, ils ne sont pas 100, mais ils sont tout de même 9 frondeurs qui osent affronter l'exécutif sur le budget, qui disent non à l'austérité, qui disent non aux coupes budgétaires. Parmi eux, notamment Gaëtan Gors ou encore Marie-Noëlle Lienemann, bien sûr, qui représente l'aile de gauche de la gauche ici au Sénat, mais aussi le sénateur Yves Rome. Tous veulent tirer les enseignements de la double défaite des municipales et des européennes. On va tout de suite écouter Yves Rome. Nos concitoyens, lors de ces deux consultations et surtout de la dernière, ont manifesté très largement ce désespoir, ce manque de confiance dans la politique et les politiques qui sont conduites. Et donc, notre rôle de parlementaire est de veiller à ce que les politiques nécessaires, si vous voulez, de lutte contre les déficits ne conduisent pas à l'impasse, car vous connaissez la prophétie du médecin de Molière. À force de saigner le malade, on peut le sauver en le tuant. Oui, c'est Yves Rome que nous avons donc rencontré hier avant une réunion avec ces fameux sénateurs frondeurs. Alors que réclament-ils? Un soutien à l'investissement des collectivités locales, au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes et à la modernisation des infrastructures. Leur objectif, se coordonner avec les 100 de l'Assemblée justement pour déposer des amendements au prochain budget rectificatif. Bref, cet après-midi, les ministres du budget et des finances qui vont être auditionnés par la Commission des finances sur le budget rectificatif vont avoir quelques soucis avec la droite, mais aussi avec la gauche. Merci beaucoup, Tam. Alors justement, on va prendre tout de suite la direction de la salle Médicis où se déroule cette audition. C'est Philippe Marini, le président de la Commission des Finances, qui s'exprime. On l'écoute. Introductive que je me permets de vous soumettre. Bien entendu, dans le cours de la discussion, nous reviendrons sur ces sujets, mais dans l'immédiat, nous écoutons avec attention votre présentation de ce projet de loi de finances rectificative pour 2014. Donc c'est d'abord M. Michel Sapin, je pense, puis sans doute M. Christian Eckert, et l'un et l'autre ensuite s'attacheront certainement à répondre aux questions du rapporteur général, puis des membres de la commission, sachant, Monsieur le ministre, que cette audition devrait durer de l'ordre d'1h15 si l'on veut pouvoir tenir compte des impératifs des uns et des autres. Je vous en prie.
Merci infiniment, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci aussi de votre perspicacité. Nous allons effectivement parler tous les deux. Je vais essayer de fixer les grands enjeux de cette loi de finances rectificative que vous appeliez de vos voeux. Voilà un de vos voeux, en tout cas, qui est exaucé. Et puis, bien sûr, Christian Eckert, qui connaît particulièrement bien l'ensemble de ces débats à caractère budgétaire et ces données budgétaires, voudra apporter sa pierre précieuse à notre débat. Ce projet de loi de finances rectificative, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler l'acte 1 de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité. L'acte 2, ce sera le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui sera adopté en Conseil des ministres la semaine prochaine, puis ensuite, bien entendu, débattu devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Et l'acte 3, ce sera la loi de financement pour 2015, qui aura aussi à mettre en œuvre un certain nombre des aspects du pacte de responsabilité et de solidarité. C'est cet ensemble-là qu'il convient de juger, de présenter, et tout particulièrement les deux textes qui, pour des raisons juridiques que vous connaissez bien, Monsieur le Président, ne peuvent être que distincts, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, mais qu'il faut lire comme un ensemble qui permet de bien comprendre quelle est la logique de ce pacte de responsabilité et quelle est la logique des décisions du gouvernement. C'est donc à la fois la première phase, le premier acte de la mise en œuvre du pacte de responsabilité, et c'est en même temps la première phase d'un programme d'économie qui commence par des économies supplémentaires cette année et qui se poursuivra, et c'est là où il conviendra bien entendu de regarder déjà la loi de financement pour 2015 et la loi de programmation pluriannuelle 2015, 2016, 2017, ces 50 milliards d'euros d'économies étant indispensables à la mise en œuvre dans de bonnes conditions de ce pacte de responsabilité, d'une part pour financer les diminutions de cotisations et d'impôts dont je vais parler, au profit aussi bien des entreprises que des ménages, et d'autre part pour continuer la diminution de notre déficit et la maîtrise de notre dette. C'est au fond, pour répondre à une de vos premières questions, Monsieur le Président, cette loi de finances, dans sa partie économie, puisque nous allons faire 4 milliards d'économies au total, et Christian Eckert présentera en particulier le 1,6 milliard d'annulation de crédits budgétaires 2014 que comprend ce texte. C'est notre réponse à la demande en particulier, ou à la recommandation de la Commission européenne. Un effort additionnel a été souhaité. Il était nécessaire, compte tenu du fait que l'année dernière, en 2013, nous avons totalement et complètement respecté les objectifs de dépenses, même légèrement en dessous, mais compte tenu d'une croissance faible, nous n'avons pas atteint nos objectifs de recettes. Il convenait donc, en 2014, de diminuer la marche à franchir entre 2014 et 2015 en termes de maîtrise de nos déficits. Avec le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, qui sera donc déposé mercredi prochain, nous engageons la mise en œuvre des annonces qui ont été faites par le président de la République. Certains disent qui ont été faites il y a plusieurs mois. Le rythme du travail gouvernemental et le rythme parlementaire ne permet pas de mettre des programmes de cette nature et de cette ampleur en place en l'espace de quelques jours. Ces annonces avaient été faites en début d'année. Elles avaient été confirmées par le Premier ministre, ici même d'ailleurs lors de la déclaration de politique générale. Elle avait aussi trouvé sa traduction dans le pacte de stabilité qui avait fait l'objet ici même d'un débat et qui avait fait l'objet d'un vote avec une majorité à l'Assemblée nationale. L'objectif est évidemment de renforcer notre politique en faveur de la croissance, en faveur de l'emploi, avec des mesures de soutien de compétitivité, et il convient aussi d'adopter dès à présent des mesures qui permettront d'alléger la pression fiscale et sociale sur les ménages à revenus les plus modestes, en donnant de la visibilité sur les mesures à l'horizon 2017 et en inscrivant dans la loi dès maintenant les mesures du pacte 2014-2015. J'insiste sur ce point. Vous trouverez d'ailleurs dans un document, j'espère qu'il est à votre disposition, qui est le dossier de presse présenté à l'occasion de ce PLFR 2014, en dernière page, une mise en perspective sur 4 années
2014, mais surtout 2015, 2016, 2017, de l'ensemble du pacte de responsabilité. J'insiste sur ce point car c'est la première fois que l'ensemble du pacte de responsabilité est ainsi présenté, année après année, mesure après mesure, avec les quantums en termes de diminution de cotisations ou de diminution d'impôts au bénéfice des entreprises. C'est indispensable parce que les entreprises ont besoin d'une visibilité, de comprendre quelle est la stratégie du gouvernement, je l'espère la stratégie du Parlement, dans la mise en œuvre de ce pacte de responsabilité. Et c'est donc cette visibilité qui est ainsi affichée, elle est affichée aussi dans les exposés des motifs du texte qui vous est présenté. Le choix, par ailleurs, a été fait de proposer, dans l'un et l'autre texte, financement de la sécurité sociale, les mesures applicables évidemment en 2014, c'était indispensable de le faire dès maintenant, mais aussi, je vous y rends attentif, les mesures applicables en 2015, de manière à ce que, dès le mois de juillet, les entreprises comme les ménages connaissent la totalité des mesures, quantum des mesures, les modalités des mesures qui seront mises en œuvre et dont elles pourront tenir compte pour prendre éventuellement dès maintenant un certain nombre de décisions en termes d'investissement ou en termes de préparation d'embauche au vu de la certitude que ces mesures seront mises en place dès le 1er janvier de l'année prochaine. Le PLFR prévoit, dans la mise en œuvre du pacte, deux mesures. D'une part, l'allègement d'impôt sur le revenu qui sera effectif dès l'automne prochain pour les ménages les plus modestes. Vous en connaissez les grandes lignes. Une réduction d'impôt de 350 €, 700 € pour un couple, au bénéfice des contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 1,1 SMIC, que ce revenu fiscal soit dû à des salaires ou qu'il soit dû à des retraites ou tout autre revenu. Ce sont dès lors 3 700 000 foyers fiscaux qui bénéficieront de la mesure, dont 1 900 000 qui ne verseront aucun impôt au Trésor public du fait de cette mesure. L'impact de cette réduction d'impôt sera automatiquement intégré au solde de l'impôt sur le revenu qui sera adressé aux contribuables à la mi-septembre 2014 sans démarche particulière de leur part. Ce sont donc à peu près 1 200 000 foyers qui s'étaient vus intégrés dans l'impôt sur le revenu au cours des 2 dernières années, je parle de 2012 et de 2013, du fait de mesures prises par les uns ou par les autres, parfois avec un effet retard considérable, puisqu'on voit encore en 2014 des effets de mesures qui ont pu être votées en 2011. C'est ça aussi la lenteur, si je puis dire, du train fiscal et de ses conséquences. Des foyers qui n'avaient pas vu leurs revenus augmenter, mais qui, du fait de telle ou telle mesure, rentraient dans l'impôt avec toutes les conséquences dommageables que ça peut avoir pour elles, pour ces familles ou pour ces foyers. Donc ce sont 1 200 000 à peu près qui vont sortir de l'impôt et c'est ce qui nous permettra par ailleurs d'éviter qu'il y ait aux alentours de 0,6 ou 0,7, enfin 600 à 700 000 foyers nouveaux qui rentrent dans l'impôt à l'automne prochain. C'est donc un effort tout à fait considérable pour éviter ce qui était perçu par beaucoup comme une forme d'injustice. Quand votre revenu augmente, il peut arriver, il est même souhaitable qu'à un moment donné on se mette à payer des impôts, comme dirait l'autre, c'est plutôt bon signe, mais lorsque votre revenu n'augmente pas, et que vous vous mettez à rentrer dans l'impôt, il y a là quelque chose qui est considéré comme parfaitement incompréhensible et c'est à cela que nous voulons remédier. Au total, ce sera un allègement de 1,1 milliard d'euros au bénéfice de ces ménages dès cet automne. Nous avons eu jusqu'au dernier moment à tenir compte de l'avis du Conseil d'État, pour ceux qui avaient regardé les choses attentivement, pour éviter un effet de seuil trop important. Il y a donc un certain lissage qui permet d'éviter qu'il y ait un effet trop brutal dû à une mesure de cette nature. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale complétera cette mesure par un allègement de cotisations salariales pour les personnes qui ont un salaire compris entre 1 et 1,3 SMIC. Cet allègement représentera 500 € par an à compter de 2015, dès le 1er janvier 2015, pour les personnes qui sont payées au SMIC, soit un allègement de 2,5 milliards d'euros. D'autre part, le PLFR prévoit que la suppression de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés à la charge des très grandes entreprises interviendra non pas en 2015 comme c'était prévu jusqu'à présent, mais en 2016. Cette prorogation
permettra de maximiser l'ampleur des mesures du pacte ciblé en 2015 sur l'emploi et les investissements au travers d'allègements qui vont concerner les bas salaires et qui vont beaucoup concerner les TPE, les PME et les ETI. Il y a donc eu une volonté de faire en sorte que 2015 soit, si je puis dire, l'année prioritairement tournée vers ces petites et moyennes entreprises, vers les entreprises de taille intermédiaire, pour lesquelles l'effet en termes d'emploi peut être le plus rapide, mais tout en inscrivant dans la durée, 2016-2017, et la fin de cette surtaxe sur l'impôt sur les sociétés pour les très grandes entreprises, et des baisses de cotisations qui iront au-delà de 1,6 SMIC et jusqu'à 3,5 SMIC. Ces mesures qui sont proposées dans le cadre du PLFRSS consisteront donc en un allègement de cotisations patronales entre 1 et 1,6 SMIC pour 4,5 milliards d'euros, avec ce qui sera très spectaculaire et très compréhensible par beaucoup de chefs d'entreprise, un zéro charge URSSAF au niveau du SMIC. Une seule ligne avec écrit zéro au niveau du SMIC en termes de charge URSSAF. À ceux qui disent ça coûte cher, même pour au SMIC, non, ça sera zéro. Et je pense que c'est quelque chose qui sera très facile à comprendre et très lisible. Il y aura un allègement de cotisation des indépendants pour 1 milliard d'euros. Et il y aura un premier abattement pour 1 milliard d'euros de la contribution sociale de solidarité des sociétés, profitant à toutes les entreprises, mais plus particulièrement là aussi aux PME et aux ETI, puisque 2/3 des entreprises ne paieront plus la C3S. À l'horizon 2017, le gouvernement, mais il l'annonce dès maintenant, vous proposera de compléter ces mesures par un allègement de cotisation patronale entre 1,6 et 3,5 SMIC, par la suppression complète de la C3S, par l'amorce d'un mouvement de baisse du taux d'impôt sur les sociétés avec la disparition de la contribution exceptionnelle en 2016, je vous l'ai déjà dit, puis une diminution du taux d'IS en 2017 qui atteindrait alors progressivement 28% en 2020. Le gouvernement a donc pour priorité de soutenir croissance et emploi, mais également, c'est le deuxième élément qu'il faut prendre en compte à la fois dans le pacte de stabilité et dans ce projet de loi de finances rectificative, a aussi comme ambition d'assainir progressivement les finances publiques. Depuis 2012, tant le déficit nominal que le déficit structurel ont diminué régulièrement. À compter de 2015, l'amélioration des finances publiques se fera uniquement par des économies sur la dépense et par la mise en œuvre de ce programme d'économie de 50 milliards d'euros qui a été présenté dans le programme de stabilité. Le projet de loi de finances rectificative propose une première traduction de ce plan d'économie avec le report de la revalorisation des aides au logement financées par l'État. Bien sûr, la loi de financement de la sécurité sociale traduira aussi un certain nombre d'économies. L'effort qui est ainsi demandé sera compensé parce que pour les bénéficiaires du RSA, la revalorisation de 2% prévue dans le cadre du plan pauvreté est maintenue et parce que pour les salariés qui sont payés au SMIC, par l'allègement des cotisations salariales que j'ai évoqué, les 500 € de gains par an, soit 42 € par mois, qui permettra de compenser et bien au-delà sur les ménages les plus modestes les inconvénients d'une non-augmentation des prestations en question. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale proposera le report de la revalorisation d'un certain nombre d'autres prestations sociales, les pensions de base pour les retraités touchant de petites retraites dont le montant cumulant la retraite de base et la retraite complémentaire est inférieur à 1 200 € et les minima sociaux resteront indexés sur l'inflation. Les économies attendues de ces mesures seront constatées pour leur plus grande part en 2015. Le gouvernement propose par ailleurs d'engager, je vous le disais dès le début, dès 2014 un effort supplémentaire d'économie d'un montant de 4 milliards d'euros. Ces économies supplémentaires sécuriseront donc l'atteinte d'un déficit de 3,8% du PIB en 2014. Elles permettent aussi d'apporter une première réponse à ce que vous avez vous-même souligné, Monsieur le Président, l'enclenchement de la procédure dite de correction des écarts prévue par la loi organique du 17 décembre 2012. Juridiquement, cette prise en compte aurait dû être faite en PLF 2015. Toutefois, le gouvernement l'anticipe dès ce projet de loi de finances rectificative. L'assainissement des finances publiques est une priorité qui doit être amplifiée dès maintenant.
Le projet de loi de finances rectificative prévoit un montant d'annulation de crédit de 1,6 milliard d'euros, dont 1 milliard d'euros de crédits frais. Je pense que Christian Eckert vous donnera davantage de détails sur ces annulations. D'autres mesures d'économie en gestion concernent le report de revalorisation de certaines prestations sociales, de moindres dépenses à hauteur de 1,1 milliard d'euros sur la sécurité sociale, qui découlent de dépenses moins élevées que prévues en 2013 et qui seront pérennisées dans le cadre du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. De moindres dépenses aussi à hauteur de 600 millions s'agissant de l'UNEDIC, qui découlent également de dépenses moindres que prévues en 2013. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, le projet de loi de finances rectificative que nous vous proposons. Vous nous avez, Monsieur le Président, interrogé sur 2 ou 3 aspects de macroéconomie. 2 points. Premièrement, le niveau de l'inflation prévu et d'autre part, le niveau de la croissance prévue. Sur ces 2 sujets, comme disait quelqu'un, les prévisions sont toujours difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Chacun en a pu, si je puis dire, mesurer la difficulté à quelques périodes que ce soit. Mais je pense que, si je regarde comme vous, je lis très attentivement l'avis qui est celui du Haut Conseil des finances publiques, je lis que certes le Haut Conseil, et il a raison de le faire, considère que la prévision de croissance à 1% que nous maintenons est plus difficile à atteindre aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, que ça ne pouvait être prévu au début de cette année. Mais, je le cite, il considère que cette prévision est tout à fait atteignable. Il dit qu'elle n'est pas hors d'atteinte, même si cette prévision de croissance peut paraître aujourd'hui élevée. La même chose, même remarque peut être faite sur le niveau de l'inflation. J'aimerais au fond conclure cette intervention en vous disant 2 choses. Nous sommes dans une période incertaine où l'économie européenne, d'une manière générale, à l'exception peut-être de l'économie allemande, l'économie française, de manière plus particulière, sont une forme d'incertitude, où les entreprises sont certes sorties de cette trop longue période, 5 ans, en dessous du niveau qu'elles avaient atteint en termes de richesse en 2008, elles viennent tout juste d'en sortir à la fin de l'année 2013, et elles sont dans une forme d'hésitation. Et c'est face à cette forme d'hésitation qu'il faut agir pour essayer en quelque sorte de surmonter ce scepticisme devant l'avenir. Et il y a 2 grands types de décisions qui ont été prises ou sont en train, nous vous le proposons aujourd'hui, d'être prises. La première, c'est celle que la Banque centrale européenne a prise. La Banque centrale européenne a, la semaine dernière, pris un ensemble de décisions absolument considérables, par leur ampleur, par leur nature, comme je crois rarement la Banque centrale européenne n'avait pu en prendre. Les taux d'intérêt ont encore baissé, mais surtout, elle a pris des décisions pour essayer de faire en sorte que le financement de notre économie, et en particulier le financement des entreprises, soit plus fluide, plus simple et à des coûts moins élevés qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. La préoccupation de la Banque centrale européenne, c'est de lutter contre cette trop faible inflation. Je reprends ces termes, elle ne prend pas le terme de déflation, peut-être y a-t-il un risque, mais en tous les cas, elle veut lutter contre une trop faible inflation pour essayer de retrouver son objectif européen qui est aux alentours de 2%. Nous avons, nous, mis un objectif qui est inférieur à celui-ci, qui est supérieur à l'inflation constatée. Donc nous pouvons penser, si la Banque centrale européenne, comme je le crois, a pris les bonnes décisions, qu'il y aura une petite élévation du niveau des prix au cours des mois qui viennent, qui nous permettra d'être en ligne avec ce que nous avons prévu. Il en va de même de la question de la croissance, qui ne se décrète pas d'en haut, qui se constate ou qui se crée dans les entreprises elles-mêmes, dans le tissu économique. 1%, si rien ne se passait dans les mois qui viennent, ça ne sera pas possible à atteindre. Si, comme nous le pensons, le cumul des décisions de la Banque centrale européenne, avec tous ses effets, y compris par rapport au niveau de l'euro en comparaison d'autres monnaies internationales, et si le pacte de responsabilité est voté avec cette cohérence, avec cette détermination, avec cette conviction, oui, je pense qu'il peut y avoir ce déclic en termes de croissance, en termes de décision dans les entreprises qui s'enclenchent. Et c'est cela qui fonde la stratégie, la cohérence. Elle peut être évidemment discutée, j'allais dire qu'elle peut être disputée, c'est là aussi le rôle du débat démocratique, mais c'est là la cohérence profonde des propositions qui vous sont faites. La loi de financement, la loi de finances rectificative d'aujourd'hui est vraiment le tout début de cette mise en œuvre du pacte de responsabilité.
premier acte. Il sera suivi la semaine prochaine d'un autre texte que Marisol Touraine aura l'occasion de venir présenter, je pense, devant la Commission des affaires sociales, mais vous serez certainement saisis pour avis. C'est tout cela qui crée cette cohérence et qui doit nous permettre de booster, en quelque sorte, d'allumer les deux moteurs, le moteur européen, Banque centrale européenne, le moteur français, le pacte de responsabilité, pour retrouver une croissance indispensable à notre économie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de cette présentation liminaire. Bien entendu, nous n'oublions pas, ni les uns ni les autres, que même si l'objectif difficile à atteindre de 1% de croissance se vérifie, il est insuffisant pour entraîner des conséquences favorables sur le marché de l'emploi. Soyons-en en effet bien conscients. Alors, j'ai donc le plaisir de passer la parole à Christian Eckert, et je le ferai, mais je pense qu'il va traiter cela avec précision, comme toujours dans son exposé, en pointant deux choses dans les documents que vous nous avez remis. Le tableau d'ensemble, qui est celui de la page 33, n'est-ce pas, du document projet de loi de finances rectificative pour 2014, fait apparaître en bas de colonne un solde général, loi de finances initiale, moins 82,57 milliards d'euros, n'est-ce pas, et situation nouvelle, moins 83,94 milliards d'euros. Donc, ceci veut-il dire que le déficit augmente, Monsieur le secrétaire d'État, de la loi de finances initiale à cette loi de finances rectificative. Ensuite, à l'état A, nous avons les estimations de recettes, et ce sujet a retenu tout notre intérêt dans l'examen de la loi de règlement avec vous-même il y a quelques jours, et nous avons débattu, d'ailleurs de manière tout à fait approfondie, en particulier de la question du coefficient d'élasticité qui a été constaté en 2013 et qui est exceptionnel, qui est tout à fait anormal dans les séries telles que nous avons pu les analyser jusqu'ici. Or, ici, nous avons des chiffres en diminution par rapport à la loi de finances initiale, et sans doute ces diminutions intègrent-elles à la fois des mesures nouvelles, donc ce que vous proposez dans le texte, et sans doute aussi, peut-être, mais vous allez nous le dire, une actualisation, une réévaluation des perspectives de recettes à droit constant. Je vois impôt sur le revenu, moins 3 184 millions, impôt sur les sociétés, moins 4 293 millions, taxe sur la valeur ajoutée, moins 1 354 millions. Voilà. J'en reste là de ces questions, simplement destinées à éclairer la compréhension des membres de la Commission. Mais je suis certain, Monsieur le secrétaire d'État, que vous allez nous apporter à cet égard tous les éléments d'appréciation indispensables. Et le plaisir de vous passer la parole. Merci, Monsieur le Président. Je m'efforcerai d'apporter le maximum de réponses à vos questions précises, et sans avoir forcément réponse à tout. Permettez-moi d'abord de compléter la réponse déjà fort large, pardon, la présentation déjà fort large de Michel Sapin, qui l'a fait à la fois sur le champ, puisqu'il a traité du PLFR et du PLFRSS, et il l'a fait aussi dans le temps, puisqu'il a évoqué des mesures 2014, mais s'étalant jusqu'à 2017 pour certaines d'entre elles. Je me concentrerai sur l'aspect du cadrage budgétaire du PLFR, ce qui permettra, je crois, Monsieur le Président, de répondre à vos questions. Oui, le projet de loi revoit le déficit de l'État en hausse de 1,4 milliard d'euros par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, à savoir 83,9 milliards d'euros. Si nous y retranchons le programme d'investissement d'avenir, cette prévision s'établit donc à 71,9 milliards d'euros. Mais j'observe, puisque nous avons eu l'occasion de parler de la loi de règlement, qu'il était en 2013 de 74,9 milliards d'euros. C'est-à-dire que même s'il est en augmentation par rapport à la loi de finances initiale, il est en diminution de près de 3 milliards par rapport à l'exécution 2013. Oserais-je rappeler qu'en 2010, nous étions à 148 milliards d'euros. Nous avons donc
en gros diviser par 2 le déficit du budget de l'État. Cette prévision de diminution est donc maintenue, même si par rapport à la loi de finances initiale, peut-être que la loi de finances rectificative de fin d'année apportera d'autres modifications, mais elle est donc maintenue pour cette année. En recette, la prévision est revue à la baisse, vous l'avez signalé, de 5,3 milliards d'euros par rapport à la prévision initiale. Des moins-values ont été constatées en exécution en 2013, mais ces moins-values, Monsieur le Président, vous en souvenez, ont été constatées dans le courant de l'année 2013, ont été constatées même après la fin de l'année 2013, puisque l'exécution est par définition connue après la clôture de l'exercice. Et il est, je crois, de bonne gestion et de bonne prudence que d'en faire le constat et de revoir à la baisse dans une loi de finances rectificative les prévisions de recettes, et elles ont été ajustées comme telles. Le gouvernement propose de répercuter sur la prévision pour 2014 la totalité des moins-values constatées en 2013. C'est le cas pour l'impôt sur le revenu, c'est le cas pour l'impôt sur les sociétés. En revanche, lorsqu'il y a eu des plus-values d'exécution en 2013, le principe est de ne répercuter qu'une partie de la meilleure exécution. Ainsi, vous vous souvenez qu'en fin d'année 2013, nous avions constaté une plus-value de TVA de 0,6 milliard d'euros en comptabilité budgétaire et de 1,5 milliard d'euros en comptabilité nationale. Par prudence, nous ne retenons qu'une partie de cette plus-value en révisant la TVA à la hausse de seulement 0,5 milliard d'euros. Outre ces effets bases, la principale information nouvelle depuis la dernière prévision est le rendement plus important des recettes tirées du STDR, vous savez, le service de traitement des déclarations rectificatives, ceux qui mettent en conformité leur situation fiscale lorsqu'ils avaient des avoirs détenus à l'étranger non déclarés. Nous y avions prévu une recette de 850 millions d'euros en loi de finances initiale. Il ressort de l'activité de ce service sur les 5 premiers mois de l'année que cette recette sera sans doute supérieure de 1 milliard d'euros par rapport à la prévision initiale. Ce surplus de ressources a une incidence sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt de solidarité sur la fortune et sur les droits de mutation à titre gratuit. Concernant les dépenses, l'article d'équilibre retrace 2 évolutions. D'une part, la charge de la dette est revue à la baisse de 1,8 milliard d'euros. Ce moindre coût de la charge d'intérêt traduit notamment les taux exceptionnellement bas auxquels l'État emprunte. Donc, cette économie traduit la confiance des créanciers de l'État dans sa signature. D'autre part, le gouvernement propose, comme cela vient d'être indiqué par le ministre des Finances, d'annuler pour 1,6 milliard d'euros de crédits. Ceci représente la participation de l'État à l'effort de 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour 2014. Je vais vous en donner le détail, mais il répond à votre préoccupation qui avait été de dire quelles sont les mesures correctrices que l'État est disposé à mettre en œuvre suite aux différents avis, notamment à la procédure de correction des écarts qui est mise en œuvre. Ces 4 milliards d'euros se décomposent donc en 1,6 milliard d'euros d'économies sur le budget de l'État, j'y reviendrai, 1,1 milliard d'euros sur le budget de la sécurité sociale, à savoir 800 millions d'euros qui tiennent compte, là aussi, de la sous-exécution des dépenses d'assurance maladie pour 2013. Nous reprenons en base 2014 la moindre exécution de 2013. Augmenter donc ces 800 millions de 300 millions d'euros, issus de la non-revalorisation d'un certain nombre de prestations en 2014, ce qui donne bien 1,1 milliard d'euros. 600 millions sont inscrits au titre des économies faites, si j'ose dire, par les partenaires sociaux sur la gestion de l'UNEDIC.
300 millions d'euros concernent le Fonds national d'action sociale, là aussi en pérennisant les économies réalisées en 2013, et 400 millions d'euros sont constatés en sous-exécution prévue du PIA. C'est une moindre dépense dont d'ailleurs, je pense que cette commission a l'habitude régulièrement chaque année. Je reviens un instant sur le 1,6 milliard d'annulation de dépenses de l'État. 1 milliard d'euros concerne des annulations, si j'ose dire, de crédits frais. C'est une première. Je crois qu'il est exceptionnel, je crois même unique, qu'un collectif budgétaire annule des crédits. Ces crédits sont annulés sur l'ensemble des ministères. Vous en avez la liste, page 15 dans le dossier de presse, et bien sûr dans le document détaillé. Et si j'ose utiliser une formule, n'ont pas consisté à utiliser un rabot, elles ont été issues de l'utilisation de notre cerveau. C'est-à-dire que nous avons balayé avec l'ensemble des ministres et l'ensemble. Oui, on a plutôt tendance à penser qu'un rabot d'habitude c'est un peu stupide et uniforme. Dirigé par le cerveau. Oui. Enfin, toute métaphore a ses travers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons eu un dialogue avec l'ensemble des ministres pour évaluer en cours d'année quelles étaient les lignes qui pouvaient être sous-exécutées à la fin de l'année, au mois de mai où nous avons réalisé cet exercice, disons fin avril, début mai. Il y avait déjà des sous-exécutions prévisibles. Nous n'avons évidemment pas pu agir sur des dépenses du titre 2, masse salariale, qui en général, enfin, sauf quelques exceptions, sont des dépenses quasi incompressibles. Et nous avons tenu compte de l'évolution des dépenses de prestations, qui souvent suivent des situations sociales dont l'évolution est là encore difficilement maîtrisable. Et donc vous en avez le détail à la page 15. Et si vous additionnez tous les chiffres que je viens de rappeler, vous en arrivez à 4 milliards d'économies sur l'ensemble des budgets. Mais ce n'est pas ça la justification de ce collectif budgétaire. Et je voudrais revenir un instant, Monsieur le Président, sur votre propos liminaire, où vous disiez que l'an dernier, vous aviez réclamé à corps et à cri une loi de finances rectificative. Je pense que ce n'est pas par souci de stakhanovisme budgétaire. Oui, mais nous sommes des drogués au travail et puis on nous a dit passer, il n'y a rien à voir. Oui, mais Monsieur le Président, si je pouvais aller au bout de mon propos, entendons-nous bien, un collectif budgétaire n'est indispensable que pour prendre de nouvelles mesures fiscales. S'il s'agit de moins dépenser, nul n'est besoin de collectif budgétaire. Tous les gouvernements, et j'ose dire particulièrement les deux derniers, si je compte que celui-ci serait le deuxième, ont utilisé des procédures de gel, voire de surgel en cours d'année. En 2012, 2 milliards de surgel ont été décidés immédiatement. Et nous pouvons à tout moment décider de geler des dépenses budgétaires. Nul n'est besoin de collectif pour le faire. Quant à l'information du Parlement et à la prise en compte de l'évolution des paramètres, des constats ou à la réactualisation d'un certain nombre de données, là encore, nul n'est besoin de loi de finances rectificative. Nous l'avons démontré l'année dernière. Durant l'année, nous avons pointé régulièrement à chaque discussion avec le Parlement, à l'occasion de chaque texte, y compris les programmes de stabilité ou autres documents à destination de l'Europe, ou à destination de la Cour des comptes, ou à destination de bien d'autres. Et nous avons évoqué longuement, vous le rappeliez, ce sujet lors de notre dernière entrevue. Donc, qu'est-ce qui justifie, et très bien si vous vous en réjouissez, ce collectif budgétaire? Ce sont effectivement les mesures fiscales, et notamment la mesure fiscale en direction des ménages, qui y est incluse. Sinon, nous aurions pu nous passer de collectif budgétaire.
Et cette mesure fiscale, Monsieur le Président, j'insiste sur un point, pardonnez-moi ce clin d'œil, elle est rétroactive. J'observe d'ailleurs que personne ne se plaint aujourd'hui qu'on prenne une mesure fiscale rétroactive pour 1,1 milliard. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de dire qu'il y a eu d'autres mesures fiscales rétroactives dont personne ne s'est plaint, notamment sur les plus-values des valeurs immobilières ou des valeurs mobilières. Passons, c'était l'an dernier. Donc, ceux qui disent qu'il ne faut jamais de rétroactivité, qui veulent même se l'auto-interdire, non, mais j'ai entendu quelques idées de cette nature dans une autre assemblée. Vous l'avez bien dit, dans une autre assemblée. Dans une autre assemblée, mais venant d'un côté de l'hémicycle que vous connaissez. Donc, 1 milliard 100 dans une mesure correctrice sur l'impôt sur le revenu, Michel Sapin l'a largement détaillé, je n'y reviendrai pas. C'est ça qui a rendu ce collectif nécessaire. Au final, au-delà du milliard d'annulation de crédits frais, il y a 600 millions, j'ai arrondi les chiffres, d'annulation anticipée de la réserve de précaution, ce qui, je crois, est de bonne gestion. Il nous reste 6,8 milliards dans ce qu'il est convenu d'appeler la réserve de précaution, ce qui, je pense, nous permettra de faire face aux aléas de gestion et donc de tenir l'autorisation parlementaire que nous sollicitons. Nous, en conclusion, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, nous sommes prêts, bien entendu, à répondre et à compléter toute question qui pourrait vous venir. Ce projet de loi prouve qu'il est possible de réduire le déficit public en maîtrisant la dépense. Je rappelle que 4 milliards d'euros d'économies sont dégagés en cours d'année. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts au projet de loi de finances 2015 avec la mise en œuvre du plan d'économie de 50 milliards d'euros que nous sommes en train de préparer d'arrache-pied. Ce n'est pas facile, mais nous vous présenterons les choses très prochainement. J'ajoute que nous restons ouverts à un travail, notamment avec votre commission, pour pérenniser la mesure d'aménagement qui prend cette année la forme de réduction d'impôts. Je pense qu'il serait de bonne pratique que cette réduction d'impôts, en termes en tout cas de quantum, de volume, soit travaillée pour qu'en loi de finances initiale, nous ayons une entrée plus souple, plus juste sur les premières tranches d'impôt sur le revenu. Nous avons fait le choix, par souci d'efficacité, de rapidité, pour quelques raisons techniques aussi, compte tenu de ce moment de l'année où matériellement les rôles sont déjà en cours de préparation. Nous avons choisi la forme d'une réduction d'impôt. Je pense qu'il y aurait lieu de travailler avec tous ceux qui voudraient bien s'y atteler sur une mesure correctrice de ce qu'il est convenu d'appeler le bas de barème. Le rapport de Dominique Lefebvre et de François Auvigne pose un certain nombre de principes ou de pistes qu'il me paraît utile de travailler. Voilà, j'anticipe donc sur les débats de l'automne, mais nous savons que dans les semaines qui viennent, nous avons devant nous de beaux débats en perspective. Et puisque vous m'avez donné aimablement la parole, je vous la rends, Monsieur le Président, en vous remerciant. Eh bien, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Ministre, merci beaucoup de toutes ces explications. Et en effet, réjouissons-nous par avance des débats qui sont devant nous et qui nous permettront de confronter nos analyses, nos idées et de le faire, bien sûr, de part et d'autre, espérons-le, dans le souci du bien commun. Alors, Monsieur le rapporteur général, à vous d'interroger les ministres. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, cela fait bientôt 2 ans nous étions réunis ici au Sénat pour le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2012 qui faisait suite à l'élection présidentielle. Chacun se souvient que les thèmes de l'emploi et de la croissance avaient été très largement au cœur des discussions. Et ceci avait motivé, je crois, un certain nombre d'orientations qui avaient été introduites déjà dans le PLFR et des ajustements budgétaires indispensables puisque la situation qui avait été transmise à la nouvelle équipe comportait
au niveau budgétaire un certain nombre de trous qu'il fallait combler, ce qui a conduit à rechercher les recettes nouvelles pour cela. Mais derrière ce PLFR, on a eu, Monsieur le ministre des Finances, la satisfaction de voir que le gouvernement avait pris à bras-le-corps la question de l'emploi avec la mise en place du CICE dès l'automne, après le rapport Gallois, la création de la BPI dont chacun reconnaît aujourd'hui qu'elle a une action tout à fait déterminée sur le terrain auprès de nos entreprises, et bien entendu la mise en œuvre d'une politique industrielle qui est aujourd'hui, je pense, plus orientée sur un certain nombre de préoccupations de nos industries. Et dans la suite de cette démarche, je me plais aussi à souligner en quoi l'action du gouvernement s'est fondée sur un souci de concertation avec les partenaires sociaux et sur une démarche participative. En effet, certaines des mesures que vous nous présentez aujourd'hui proviennent de ce travail participatif qui a été fait au cours des mois écoulés lors de toutes ces réunions, lors des assises de la fiscalité des entreprises, toutes les réunions dans le cadre de la mise à plat de la fiscalité et des différentes concertations qui ont été établies. Je crois qu'on a là l'illustration de ce que doit être une politique dynamique, mais fondée sur la recherche d'orientation consensuelle. Et je crois que sur les questions d'emploi, on doit chercher cette efficacité à travers cette volonté de consensus, ce qui conduit donc avec le pacte de responsabilité et de solidarité à aujourd'hui un certain nombre de décisions, vous les avez annoncées, sur la baisse tendancielle des taux d'impôt société, sur la suppression de la C3S au niveau des impôts de production. C'était une revendication fortement mise en avant par les entreprises. Le soutien spécifique aux PME avec cet allègement de cotisation entre 1 et 1,3 SMIC qui va profiter principalement, ou en tout cas en première part aux PME, la réduction des cotisations sociales des indépendants, le dispositif d'évolution de la taxe d'apprentissage. Bref, je crois qu'il y a aujourd'hui la manifestation d'une claire volonté sur les questions d'emploi pour des résultats qui vont certainement apparaître dans le paysage à court ou moyen terme. Et puis, il y a bien sûr la partie solidarité en ce qui concerne les ménages, vous l'avez souligné, avec la baisse des cotisations salariales, la diminution d'impôts pour ce qu'on appelle les bas de barème et un certain nombre de mesures complémentaires. Monsieur le ministre du Budget, peut-être allez-vous pouvoir nous dire dans quelle direction ces mesures complémentaires qui sont annoncées déjà, mais qui sont un peu imprécises quant au contenu. La formulation est un peu elliptique, mais peut-être est-il déjà opportun de préciser, peut-être allez-vous pouvoir nous le dire, notamment en ce qui concerne la fiscalité locale, quelles sont les conséquences de l'ensemble des dispositions qui sont prises aujourd'hui. Et puis enfin, vous avez cette volonté d'une maîtrise du déficit avec la mise en œuvre anticipée d'un certain nombre des économies envisagées dans le cadre des 50 milliards. Donc, incontestablement, ce PLFR, même s'il est modeste comparé à ce qu'il y avait il y a 2 ans dans ces montants, révèle néanmoins à la fois une vigilance en ce qui concerne la maîtrise des déficits et une claire volonté d'action en ce qui concerne notre économie, en ce qui concerne la croissance, en ce qui concerne la préoccupation de l'emploi et également du pouvoir d'achat des plus modestes. Donc je ne peux, pour ma part, que souligner les vertus de ces dispositions que vous nous présentez dans le PLFR. Pour autant, j'ai 2 ou 3 questions, peut-être un peu techniques. Tout d'abord, Monsieur le ministre du Budget, s'agissant des ajustements de crédit, je souhaitais vous interroger sur 2 points qui ont récemment été évoqués dans la presse et pour lesquels le collectif ne semble pas prévoir d'ouverture de crédit. Je pense en premier lieu au risque d'amende sur les aides agricoles communautaires et je pense aussi aux créations supplémentaires d'emplois d'avenir. Pourriez-vous nous préciser si les crédits ouverts en loi de finances initiale permettent de couvrir ces dépenses ou à défaut
nous dire comment celle-ci devrait être financée. Un autre point technique porte sur les décaissements liés aux investissements d'avenir. Parce qu'on a bien noté, vous nous l'avez dit, que dans les 4 milliards d'euros d'économies supplémentaires, il est question pour environ 400 millions d'euros du rythme de décaissement des investissements d'avenir, donc un rythme plus faible qu'anticipé. Est-ce à dire que ce rythme est piloté ou s'agit-il seulement d'un constat? Bref, ne faudrait-il pas, au contraire, en bonne logique, accélérer ce rythme pour que l'investissement soit dynamisé? Et pourriez-vous nous donner des précisions à ce sujet? Je souhaitais quelques éclairages sur les aménagements, notamment pour la taxe d'habitation. Donc j'ai déjà évoqué ce thème, peut-être pourriez-vous nous donner une précision. Et enfin, dernière question, s'agissant d'un sujet où le Sénat s'est manifesté ces dernières semaines, je veux parler de la TCCFE, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Nous avons adopté il y a quelques semaines effectivement une proposition de loi de nos collègues du groupe RDSE à ce sujet. Et lors des débats, M. Vallini, secrétaire d'État à la réforme territoriale, s'était engagé à ce que des réponses soient apportées dans le cadre de ce collectif budgétaire. Nous revendiquons une évolution du dispositif pour revenir à quelque chose qui était jugé plus satisfaisant. C'est ce que nous avions déjà manifesté lors de l'adoption du PLF pour 2014 et nous souhaitons vraiment que des réponses soient apportées à toutes les collectivités qui attendent d'avoir des précisions à ce sujet. Donc peut-être pourriez-vous nous apporter quelques précisions à ce sujet. Voilà, Monsieur le Président, les quelques compléments d'explication que je souhaitais avoir au nom de notre commission. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur général. Les ministres vont donc répondre à vos différentes questions, dont je salue la sagacité, comme à l'ordinaire. Et je me permets d'insister sur la dernière, c'est-à-dire la proposition de loi qui a été votée à l'unanimité par le Sénat, proposition de loi présentée par le groupe RDSE sur l'ancienne taxe locale sur l'électricité, et pour éviter le rapt dont les communes risquaient d'être victimes de la part de certaines formes de syndicats d'électricité avec des incidences budgétaires qui peuvent être extrêmement lourdes, qui, je le suppose, se produisent même, Monsieur le ministre, à Argenton-sur-Creuse, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, cela ne me semble pas impossible. Voilà. Et donc, nous serions heureux que vous puissiez répondre aux interventions du rapporteur général. Il a évoqué les investissements d'avenir. Qu'est-ce qui nous garantit, messieurs les ministres, qu'on n'utilise pas l'argent des investissements d'avenir pour combler les insuffisances du budget général? Moi, quand j'ai reçu récemment une décision dont, par ailleurs, je ne conteste aucunement le bien fondé, de virement de crédit en faveur du budget militaire du CEA, je me suis demandé si ce n'était pas une rectification d'enveloppe dans le cadre des activités récurrentes de cet organisme, et qui sont indispensables à la défense nationale et à la République, mais à partir des investissements d'avenir qui proviennent de ce que l'on a appelé autrefois le grand emprunt et qui devait être strictement individualisé. Je vais principalement laisser Christian Reckert répondre à ces questions très précises et pertinentes. Deux choses. S'agissant de la taxe communale, qui effectivement concerne aussi bien Argenton-sur-Creuse que toutes les communes de plus de 2000 habitants, si ma mémoire est bonne. Argenton-sur-Creuse en comprenant 5474, enfin à peu près. Oui, nous sommes parfaitement ouverts à un amendement qui viendrait au cours de la discussion tenir les engagements qui étaient à la fois la volonté qui s'est exprimée ici, la volonté qui s'est exprimée aussi à l'Assemblée nationale et les engagements du gouvernement. Donc je crois que ça fait partie vraiment de ce à quoi nous sommes ouverts dans la discussion elle-même. Et je répondrai juste sur un point dans les questions très précises qui ont été posées s'agissant des crédits inscrits. Sont-ils suffisants ou non pour faire face à telle ou telle annonce? Mais s'agissant des emplois d'avenir, il se trouve que comme c'est moi qui ai mis en
place le budget pour l'année 2014 dans ce domaine-là, ce qui a été annoncé est parfaitement en ligne avec les crédits inscrits au budget pour 2014. Une comptabilité soit en stock, soit en flux, mais la comptabilité en stock prévoyait 150 000 emplois d'avenir en stock au même moment, ce qui donne la possibilité de renouveler un certain nombre d'emplois d'avenir. C'est ce qui fait la différence entre les flux et les stocks. Mais la comptabilité en stock est la plus avantageuse du point de vue budgétaire. Elle prend en compte le maximum possible à un instant donné. Et donc, je sais que de ce point de vue-là, les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce programme Emploi d'avenir, tel qu'il a été décrit par mon successeur, sont aujourd'hui suffisants. Pour le reste, Christian... Donc, Monsieur le Ministre, pour les 45 000 emplois supplémentaires qui s'ajoutent aux 50 000 déjà annoncés, on a les financements qui sont disponibles pour l'exercice. Corriger, si je puis dire, les 150 000 sont en stock, les 195 000 sont en flux. Donc, oui. Il y a pour le stock comme pour le flux les crédits nécessaires. Très bien. Merci de cette réponse. Alors, Monsieur le secrétaire d'État. Quelques précisions supplémentaires. Vous parlez, Monsieur le rapporteur général, de mesures complémentaires. Oui, il peut y avoir des mesures complémentaires. Comment je dirais, sous réserve qu'elles soient gagées. Évidemment, ce n'est pas le secrétaire d'État au budget qui va vous dire que l'issue du travail parlementaire pourrait conduire à dégrader le solde. Mais vous avez évoqué la fiscalité locale, et donc j'imagine que vous pensez à la taxe d'habitation et aux réductions ou exonérations pour certaines catégories, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, voire les gens qui ont des faibles revenus. Le gouvernement sera attentif et, je crois pouvoir dire, assez réceptif à des propositions qui pourraient conduire à ce que, par exemple, c'est une idée, mais il peut y en avoir d'autres, ceux qui ont été exonérés une année soient exonérés l'année suivante, même s'ils ne remplissent plus forcément les critères en raison d'une augmentation de leur revenu fiscal de référence qui serait lié parfois à d'autres phénomènes. On sait qu'il y a un certain nombre de revenus qui vont être réintégrés dans le revenu fiscal de référence. Donc ça peut être une piste, mais là encore, une piste qui vaudrait pour cette année, mais à laquelle j'invite que l'ensemble des parlementaires puissent travailler sur une mesure, là encore, plus durable. Concernant votre question sur les aides agricoles, où un contentieux avec la Commission semble s'ouvrir ou se durcir ou se concrétiser, malheureusement, chat échaudé craint l'eau froide. Hein, des contentieux bruxellois nous ont coûté et nous coûtent encore très cher. Très cher. On parle des OPCVM, par exemple. C'est plusieurs milliards que, d'ailleurs, cette majorité assume par rapport à des décisions ou des non-décisions antérieures. Évitons les polémiques. Mais concernant le sujet que vous évoquez, il est réel. Il y a actuellement une discussion entre la France et la Commission sur le volume de ce qui pourrait être réclamé en termes de retour. On s'est entretenu d'ailleurs très récemment avec le ministre de l'Agriculture. L'écart d'interprétation est très très massif entre ce que la France pourrait reconnaître comme ayant été des mesures à corriger et à rembourser, et puis ce qu'estime dans un premier temps la Commission. Il s'agit d'avoir recensé les parties des terres donnant lieu à des aides uniquement sur des travaux cartographiques. Et il y a là vraiment un travail actuellement qui pourrait conduire à un contentieux significatif, mais en ce qui concerne le montant définitif, il n'est pas communiqué. L'aléa est pris en compte. Il n'y a d'ailleurs pas d'annulation dans le projet de loi de finances rectificative sur la ligne concernée. De même, mais la réponse a été faite sur les emplois d'avenir, le coût des emplois d'avenir supplémentaires, d'abord, ne concernerait qu'une partie de l'année, puisque par définition, nous sommes au mois de juin, donc tout ça se met en œuvre. Donc le coût paraît
effectivement largement anticipé. Il n'y a d'ailleurs là aussi eu sur cette ligne aucune annulation de crédit budgétaire. Sur votre question sur le PIA, nous avons anticipé 400 millions de dépenses en moins. Pourquoi? Parce que c'est un marronnier tous les ans sur le PIA, compte tenu de la nature des projets. Je vais venir au questionnement du président Marini. Tous les ans, il y a une sous-exécution d'un certain nombre de projets. Et s'agit-il ou non de débudgétisation, appelons un chat un chat, le programme des investissements d'avenir répond à un certain nombre de critères précis et géré par des gens qui veillent scrupuleusement à ce que nous rentrions dans la doctrine que nous nous sommes donnés pour que l'on puisse inclure des projets dans les investissements d'avenir. Parfois, comme dans toute évaluation, les frontières sont ténues, reconnaissons-le. S'agissant de programmes militaires, il y a aussi des impacts de la recherche, y compris dans des secteurs civils. Il est parfois assez compliqué de faire la part des choses, mais là encore, soyons clairs. La loi de programmation militaire contient un article qui dit qu'en cas de non-réalisation d'un certain nombre au cas où un certain nombre de crédits ne seraient pas mis en place, les programmes d'investissement d'avenir pourraient consacrer 500 millions d'euros supplémentaires à des opérations plus centrées sur la défense. Nous inscrivons 250 millions à ce titre dès cette loi de finances rectificative. Il y aura un complément prévu dans le texte ad hoc le moment venu. Et donc, nous mettons en œuvre cette clause de sauvegarde, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, de la loi de programmation militaire, ce qui n'exonère pas la défense de veiller à ces dépenses, y compris ces dépenses récurrentes de fonctionnement. Vous observerez d'ailleurs que la défense est concernée aussi dans le milliard d'annulation de crédit à hauteur de 250 millions sur la réserve de précaution et d'une centaine de millions, non pardon, c'est le contraire, de 250 millions au-delà de la réserve et de 100 millions dans la réserve de précaution. Toujours est-il qu'il faut rester prudent, et ce n'est pas à votre commission que j'apprendrai que les OPEX, par exemple, représentent régulièrement et tous les ans des besoins supplémentaires que nous cherchons et que nous trouvons la plupart du temps dans la réserve de précaution. Mais à chaque jour suffit sa peine. Nous aurons l'occasion de voir ça en fin d'année. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de ces réponses qui sont en effet fort précises et qui ne contournent pas les questions. Alors, j'ai des demandes de parole de Monsieur Deligé, Monsieur Dallier, Madame Nicole Bricq, Monsieur Adnaud, Monsieur Café. C'est tout pour l'instant? Alors, la parole est à Monsieur le Président, Éric Doligé. Merci, Président. Effectivement, je vais interroger les ministres. Bon, d'abord, dans la présentation, il n'y a pas de faille. On a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas de problème particulier et d'être peut-être un peu dans une bulle dans cette salle et que dehors, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, le rapporteur général a encore enjolivé la présentation dans son propos préliminaire. Il a même été jusqu'à dire qu'en 2012, dans le PLFR de 2012, on avait mis en place un certain nombre de mesures en matière d'emploi et de croissance. Bon, je ne sais pas si on en a ressenti les effets, mais enfin, il a quand même apporté une analyse de 2012 dont j'ai peut-être pas tout à fait ressenti les mêmes effets que lui. Alors, quelques réflexions. D'abord, vous nous avez dit aussi, Monsieur le ministre Michel Sapin, que le président de la République avait déjà annoncé depuis un certain nombre de mois un certain nombre de mesures dans le cadre de la sécurité sociale et qu'il avait tenu ces mesures. Moi, je dirais, c'est pas parce que le président de la République a annoncé en janvier des mesures qu'il les suit toujours. On a parlé des collectivités, donc ceci prouve bien que les mesures, on peut les annoncer et qu'on peut ne pas toujours les appliquer.
Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est sur le tableau qui a été présenté, qui est très intéressant, de la page 27, et que Monsieur le ministre Sapin a présenté, sur la mise en œuvre des mesures. On a toute une série, 2014 jusqu'à 2017, de réductions, d'allègements, de baisses, etc. Donc, on a un tableau extrêmement sympathique sur la durée. Ce que je voudrais savoir, c'est si on s'engage à tenir ce tableau, ou est-ce que c'est un tableau indicatif, ou est-ce que vraiment vous pensez bien qu'on retrouvera en 2017 l'abaissement progressif du taux de l'IS ramené à 28%, ou est-ce qu'on ne sera pas obligé de le décaler dans le temps, parce que présenter un tableau de cette manière, ça donne le sentiment que bon, il n'y a pas de souci particulier à se faire, que tout va s'arranger. Tout à l'heure, le ministre a dit aussi tout cela est compréhensible pour les chefs d'entreprise. Or, j'ai le sentiment que les entreprises actuellement ont quelques positions par rapport au pacte des responsabilités qui semblent montrer qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait en sécurité par rapport aux annonces qui ont été faites, donc par rapport éventuellement à ce tableau et d'autres annonces. Est-ce qu'il y a un tableau qui a été oublié d'être mis, qui serait mis en œuvre des mesures nouvelles, mais en matière de hausse? S'il n'y en a pas, très bien, vous nous le confirmez, et à ce moment-là, vous engagez à ce qu'il n'y en ait pas. Ce serait quand même intéressant, parce que de montrer que les baisses, c'est bien. Alors, il y a quelque chose, il y a une réflexion à laquelle je n'arrive pas à me faire, que vous avez refaite aujourd'hui, Monsieur le ministre, et que vous aviez faite il y a 8 jours devant nous, c'est de dire, il y a 2 ans ou 3 ans, on avait un déficit de 142 milliards, et alors là, je brode, mais grâce à des mesures décidées par des cerveaux donc intelligentes, maintenant, on n'est plus qu'à 70 milliards de déficit, donc 142 à 70. Est-ce que la différence, c'est pas 70 milliards, à peu de choses près, qui sont des hausses d'impôts? Donc, si c'est le moyen d'arriver à faire baisser le déficit que d'augmenter les impôts, c'est quand même quelque peu inquiétant dans la méthode, parce qu'on est tous en capacité de le faire, et à la limite, on pourrait ramener le déficit à zéro, il suffit d'augmenter de 70 milliards les impôts cette année. Donc c'est un raisonnement, bien sûr, un peu simpliste, qui n'est pas fait pour les cerveaux intelligents, mais enfin, moi, pour moi, j'ai réfléchi à cet humble niveau. Donc ma question, est-ce que vous pensez être en mesure de tenir tous les engagements que vous prenez? Également, Monsieur le ministre a dit tout à l'heure, sur le RSA, vous voyez, on tient nos engagements, on fait plus de 2%, et puis d'ailleurs c'est 5 fois 2%, puisque c'est 5 années de suite à 2%. Je rappellerai aussi que ces 2% sont les collectivités, donc ces engagements, c'est pas trop compliqué à tenir, puisque au moins ça va être tenu pendant 3 ans jusqu'à ce que les départements éventuellement disparaissent. Donc c'est quand même un engagement à moyen terme qui est à peu près sûr d'être tenu. Dernier point sur la baisse de 50 milliards. Bon, vous nous avez dit qu'on en reparlerait plus tard des dépenses ou des économies que vous souhaitez faire. Bon, je rappelle quand même qu'il y en a 11,5 sur les collectivités, donc on le redit régulièrement. Ce que j'aimerais savoir, c'est si sur la période, puisqu'on fait 2014-2017, est-ce qu'il n'y aura plus d'ajouts supplémentaires à ces 11 milliards et demi qui viennent, je pense, s'ajouter en partie aux milliards et demi, plus le milliard et demi, etc., qu'on a déjà vu passer dans des précédents textes. Donc, est-ce que tout cela est figé? Ou alors, si ça n'est pas figé, je pense que les tableaux prospectifs, il faut vraiment marquer sous réserve, etc., parce que là, ça nous est présenté comme étant à peu près des certitudes, au moins dans le discours. Puis, dernier point, j'aurais voulu le dire à Michel Sapin, j'étais heureux d'apprendre qu'il y a l'électricité à Argenton-sur-Creuse. Puisque s'il va bénéficier de la taxe, c'est donc qu'il a bien l'électricité. C'est la question que je me posais, mais je lui passerai le message. Non, mais c'est une plaisanterie entre nous, parce que je le connais suffisamment en région centre pour savoir quel est son état d'esprit sur le sujet. Eh bien, ce merci que j'espère, à c'est Éric qu'effectivement, Doligé. cette taxe, on va la rétablir intelligemment dans sa répartition, parce que c'est insupportable pour nos communes au niveau local, et il est important qu'on soit en capacité de leur redonner quelques moyens d'investissement. Merci beaucoup à Éric Doligé, qui nous montre que, apparemment, les dispositions proposées sont moins consensuelles que ne semblait le croire notre cher rapporteur général. Alors, Monsieur Philippe Dallier. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne un secteur d'activité important pour l'économie, en cela qu'il est non délocalisable et qu'il est porteur d'un potentiel de croissance important, si tant est que ce secteur se porte bien, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, puisque je veux parler du logement.
Les chiffres de mise en chantier pour 2013 ont été très mauvais, un peu plus de 320 000. On était à 100 000 de plus 2 ans auparavant. Et pour 2014, les choses se présentent à peu près aussi mal, si ce n'est plus mal. Et certains font porter la responsabilité de cette situation à la loi Allure, qui est loin d'avoir donné tous ses effets, puisque beaucoup de dispositifs ne sont pas encore entrés en application. Certains appellent au détricotage de la loi. J'ai entendu le ministre, en tous les cas le porte-parole du gouvernement, dire qu'il n'en est pas question, mais on parle aussi peut-être de nouvelles mesures fiscales pour essayer de relancer le secteur. Et le dispositif Duflot semble ne pas donner les résultats attendus. On parle de 30 000 l'an dernier contre 40 000 espérés. Donc est-ce que ce collectif n'aurait pas été l'occasion, sans attendre la loi de finances initiale pour 2015, de donner un coup de pouce à ce secteur? Parce que 0,1 ou 0,2 points de croissance avec une bonne relance dans le secteur du logement, à mon avis, c'est quelque chose que l'on peut essayer de tenter. Alors, une question également sur les crédits de la mission Égalité des territoires, logement et ville. On a une annulation de crédit de 59 millions, un peu plus de 59 millions. Et si je me reporte au motif des annulations, en dessous le tableau, on lit annulation de crédit de paiement par une modulation du rythme des dépenses du programme. Bon, j'imagine que ce n'est pas la dépense de guichet que correspond les aides au logement qui est visée, mais bien évidemment les aides de l'État pour ce qui est de la construction. On a le sentiment en lisant cela que bon, ben voilà, la conjoncture est atone et donc on s'y adapte et on réduit les crédits en annulant certains, ce qui ne me semble peut-être pas la meilleure manière de relancer le secteur d'activité en question. Et je précise également que ce n'est pas seulement l'accession à la propriété qui est touchée, puisque même les mises en chantier concernant le logement social ont l'air de piquer du nez. Donc, Monsieur le Ministre, est-ce que vous ne ratez pas une bonne occasion, au travers de ce collectif, d'essayer de rectifier un certain nombre de choses pour relancer ce secteur d'activité? Merci beaucoup à Philippe Dallier. À présent, la parole est à Nicole Bricq. Oui. Voilà, donc un jugement général sur ce projet de loi de finances rectificative qui est fort heureusement du reste dans la continuité des choix engagés en novembre 2012 et dans l'accélération souhaitée par le président de la République en début d'année 2014. Il fait office de loi de finances rectificative, puisque, comme son nom l'indique, il rectifie, vous l'avez dit, monsieur le ministre, en fonction de l'exécution budgétaire des plus-values et des moins-values. Et évidemment, il engage un programme d'économie et l'État y prend sa part, une fois encore, à hauteur d'1,6 milliard. Donc il fait vraiment son office, parce qu'il faut absolument qu'on assainisse les finances publiques en même temps qu'on soutienne la croissance. On ne remet pas du tout en cause ça. Alors moi, j'ai un seul petit problème concernant l'impôt sur les sociétés. Et chez moi, il n'est pas nouveau. J'ai toujours défendu l'idée que nous avions des taux faciaux trop élevés. Et donc, vous prolongez la surtaxe de l'impôt sur les sociétés, dont vous pouvez peut-être nous dire au passage, parce que je ne me souviens pas, quel en est le produit, comment se passe cette exécution. C'est intéressant de le savoir maintenant. Et de vous la prolonger donc d'1 an. Au moment où des partenaires de la zone euro qui ont fait de la compétitivité à l'exportation un moteur essentiel de leur retour à bonne fortune et qui en même temps jouent leur carte d'attractivité du territoire. Je pense à l'Italie qui a engagé une baisse de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 5 points et à l'Espagne qui s'apprête à le faire et qui sont des partenaires importants dans la zone euro. Donc moi je pense que ce n'est pas un très bon signal donné aux entreprises. Le pacte de compétitivité et le pacte de responsabilité, c'est quand même s'engager dans un pacte de confiance avec les entreprises et ça va un peu à contre-courant d'autres partenaires de la zone euro. Voilà, donc je voulais vous faire cette réflexion.
Je le dis, là, j'ai toujours été en continuité sur ce sujet. J'ai toujours pensé que, notamment vers le haut, on était beaucoup trop élevé. Il y a un effet psychologique qui n'est pas bon pour la confiance tant des investisseurs étrangers que des entreprises françaises à l'étranger. Voilà. Merci à Nicole Bricq. La parole est à Philippe Adneau. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, moi j'ai cherché partout dans le document une provision supplémentaire pour le RSA et je ne l'ai pas trouvé. Or, j'ai lu récemment un texte qui vient du ministère de la Santé et qui dit que 68% des gens qui pourraient bénéficier du RSA ne l'ont pas demandé. Alors, comme moi je suis un adepte de la règle de 3, ça ne vous étonnera pas, je me dis si chez nous 32% représentent 45 millions, 68% de plus vont représenter combien? Et je n'ai pas trouvé chez vous la provision. Et donc je me demande comment vous allez faire, parce que c'est donc le ministère qui dit allez-y, consommez, il n'y a pas assez de gens qui demandent le RSA, 68% des ayants droit ne le demandent pas. Et donc je voudrais savoir comment vous allez financer ça. Une question claire, n'est-ce pas, et qui montre au demeurant, permettez-moi de le dire, que les présidents de conseils généraux nous sont bien utiles pour apprécier la réalité des choses, notamment dans le domaine de la cohésion sociale. Alors, M. Jean-Pierre Café. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais commencer en remerciant les ministres de nous avoir présenté les deux textes, en fait. À la fois le collectif budgétaire, le PLFR, mais en même temps d'avoir retracé les grandes dispositions du PLFR-SS, que nous examinerons ici pour avis, bien évidemment, car ces deux textes sont, dans mon esprit, indissociables. Et s'ils sont indissociables, c'est qu'ils mettent en œuvre à la fois le pacte de solidarité, mais également le pacte de responsabilité. Et donc, je crois que c'est de bonne politique, et je voudrais en remercier le ministre, d'avoir d'ores et déjà, dans deux collectifs, à la fois un collectif budgétaire, mais aussi un collectif à venir sur la sécurité sociale, d'avoir, je dirais, inscrit dans le marbre les mesures du pacte de responsabilité. Et donc, c'est une anticipation, je crois, qui jouera probablement sur le comportement des entreprises. Et de ce point de vue-là, c'est une bonne chose de ne pas avoir attendu à la fois les lois de finances initiales et les lois de finances initiales également de sécurité sociale. Cela étant dit, j'aurais deux questions. La première question porte en fait sur les recettes. Quand on regarde l'état A, on s'aperçoit que la correction sur les recettes brutes portent à peu près sur un montant de 10 milliards d'euros. Bon, compte tenu des remboursements et des grèvements, on n'en a plus que 5. Ma question est la suivante. Certes, on avait constaté des moins-values extrêmement importantes en 2013 entre l'exécution et la LFI, à hauteur de 15 milliards, si ma mémoire est bonne. Est-ce que les 10 milliards de corrections sur les recettes pour 2014, hein, bien entendu, procèdent en quelque sorte d'un rebasage? C'est-à-dire, est-ce que c'est le rebasage, en fait, des moins-values qui ont été constatées en 2013? Et ma seconde question porte sur les annulations de crédit. Je vois qu'il y en a 350 millions sur la défense, dont 250 au-delà de la réserve. Est-ce que nous pourrions avoir quelques précisions sur la nature de ces économies faites sur le ministère de la Défense? Merci beaucoup à Jean-Pierre Café. Est-ce que d'autres collègues souhaitent s'exprimer? Alors, je vois M. Chiron, M. Dominati. Y a-t-il d'autres demandes de parole? C'est tout? Alors, M. Jacques Chiron. Oui, monsieur le ministre. J'aimerais avoir quelques petites précisions sur les mesures concernant le logement, et particulièrement le logement social. Je vois qu'il y aurait un gel pendant de l'évolution des barèmes durant une période jusqu'en 2015. Bien. Dans le texte que j'essaye de détailler, en page 125, je m'aperçois qu'il y aurait aussi un certain nombre de paramètres
de calcul forfaitaire sur l'indexation. Donc c'est ce que ça signifie que les bailleurs sociaux verraient leur indice de majoration du loyer qui serait aussi, je dirais, bloqué. Ce qui ne serait pas, je dirais, ce qui peut être acceptable dans la situation actuelle. Quand on regarde au premier trimestre 2014, l'indice est à 0,6 et il a une tendance à la baisse. Et quand on regarde, on constate que le coût de la construction parallèle au loyer est devenu négatif, moins 174%, puis moins 2,18%. Dans les appels d'offres que l'on fait aujourd'hui, ça me permettra de répondre à notre collègue Dallier, on s'aperçoit qu'on a une baisse de moins 10% du coût de la construction, qui est due à la fois à une baisse des entreprises, du coût de l'entreprise, mais aussi à une baisse du coût des matériaux. Donc, je dirais, si c'est en parallèle, ça permettrait en effet aux locataires de ne pas subir de hausse de loyer durant l'année qui vient. Ça peut être, ça c'est déjà fait. Hein. J'étais président d'un organisme de logements sociaux et on l'a fait plusieurs fois, et ça peut être acceptable, je pense. Bien. Et ça permettrait de ne pas pénaliser les locataires de logements sociaux. Je dirais à notre collègue Dallier, il se plaint de la baisse de 2013. J'ai été acteur pendant 20 ans dans le logement social. Quand on construit des logements, c'est 30 mois. Entre la charge du foncier, rechercher un foncier, faire un projet, le bâtir. 30 mois avant le début de la construction. C'est la moyenne. Donc si je prends 2013 et je remonte à 30 mois, permettez-moi de vous dire, on retombe en 2010. Et j'espère en effet que des mesures seront prises assez rapidement pour être plus rapides que les 30 mois. Mais c'est ça la réalité du logement. Enfin, en ce qui me concerne, je l'ai vécu pendant 20 ans. Alors, mes chers collègues, donc voilà une sorte de question de paternité qui est posée. Ce sont parfois des sujets très délicats, les questions de paternité. Alors, la parole est à Philippe Dominati. Moi, Monsieur le Président, je voudrais retenir de ce correctif budgétaire le fait que vous avez souligné, c'est que le solde du déficit de l'État s'accroît de 1 milliard et en cela, c'est le chiffre important, c'est une réelle déception. Parce que pour autant, un certain nombre de nouvelles auraient pu être satisfaisantes. Il y a, je dirais, des bonnes surprises, des recettes plus importantes sur la fraude fiscale, par exemple, de l'ordre de 1 milliard. Des charges moins importantes sur l'intérêt de la dette, de l'ordre de 1,8 milliard. Donc, je dirais, il y avait quand même matière à faire en sorte qu'il y ait un signal sur le plan international, le plan européen, et puis surtout pour la confiance de l'économie. Parce que les tableaux qui nous entraînent jusqu'en 2017, moi je n'ai pas l'optimiste d'un certain nombre de mes collègues de penser que c'est calé dans le marbre. Je voudrais rappeler que normalement le rendez-vous qui avait été pris à l'été de cette année, c'était le rendez-vous de la grande réforme fiscale annoncée par l'ancien Premier ministre au mois de novembre. Et nous attendions pour l'été les grandes réformes fiscales. Je constate qu'effectivement, plus personne n'en parle aujourd'hui. Il n'y a que quelques mois que cela s'est produit, 6 mois, 7 mois. Et je n'ai entendu aucun des ministres, même ceux qui étaient au gouvernement précédent. Je parle du ministre du Travail, parce qu'on parlait de travail et emploi. OK, il y a eu des changements, notamment compte tenu je dirais, des déceptions qui ont été provoquées dans la nature de la conduite des affaires économiques en 2013. Donc on ne parle pas de réforme fiscale et par contre, parmi les bonnes nouvelles, ou peut-être dans l'appréciation que l'on peut en tirer, c'est la constatation des moins-values sur les recettes de l'ordre de 5 milliards. Alors en net, comme le dit Jean-Pierre Caffé, ça pourrait être 10. Et il y a une conséquence, et ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel est justement
lorsqu'un gouvernement annonce une pression fiscale accrue, puisque je vous rappelle que pour le précédent gouvernement, la stabilisation devait intervenir qu'en 2015 de la pression fiscale, finalement on s'aperçoit que presque immédiatement les recettes ne sont pas au rendez-vous. Pour moi, ça ne me surprend pas, je dirais une vision libérale de l'économie dans un certain nombre de pays ont démontré que la pression fiscale n'est plus supportable par les agents de l'économie au-delà d'un certain seuil et que c'est devient totalement inutile. Mais perdre 5 milliards en aussi peu de temps dans les recettes fiscales, pouvez-vous nous dire comment vous avez annoncé une augmentation de la pression fiscale et quel est ce taux de non-recouvrement? Ça serait intéressant de le savoir, je dirais, recette par recette, parce que la pression fiscale a accru brutalement au cours des 2 dernières années, par exemple sur l'impôt sur le revenu, et finalement, il manque 5 milliards. Alors, ça serait un ratio qui serait intéressant, je dirais, dans le débat à venir, et c'était un peu le sens de ma question, Monsieur le Président. Merci beaucoup à Philippe Dominati. Donc, ainsi est close la liste des intervenants, et Monsieur le Ministre va s'efforcer de répondre aux uns et aux autres, avec la précision qui est toujours la sienne. Qu'il essaye d'avoir beaucoup de questions, évidemment toutes légitimes. Essayer de reprendre tout d'abord le thème. On présente un programme sur 3 ans, voire même sur 4 ans, le fameux tableau, quel est le degré d'engagement des uns et des autres. Le gouvernement a tenté, là encore, d'avoir une certaine forme d'équilibre. Ces mesures ont été, François-Marc le rappelait tout à l'heure, souvent discutées dans un certain nombre de concertations avec les partenaires sociaux, notamment les assises de la fiscalité des entreprises, avec les différents groupes de travail, des rencontres à géométrie variable et multiples. Donc elles sont assez largement connues des partenaires sociaux. Ceci ne suffit pas. Elles ont été clairement inscrites dans la trajectoire des finances publiques, notamment dans le programme de stabilité. Ça ne suffit pas. Elles seront inscrites et rappelées dans la loi de programmation des finances publiques triannuelle que vous examinerez, que nous vous proposerons d'examiner à l'automne. Donc il y a là clairement un engagement dans le temps et dans la durée. Reste, une fois qu'on a posé le cadre, qui me semble quand même maintenant très largement connu, à décliner de façon opérationnelle chacune des mesures. On a le choix. Premièrement, on aurait pu attendre, indépendamment de la mesure fiscale qui a été largement évoquée, et sur les autres mesures, on aurait pu attendre la loi de finances initiale 2015 ou le PLFSS 2015. Nous anticipons. Certains auraient suggéré que nous inscrivions l'ensemble des mesures jusqu'en 2017. Nous pensons que dans un pacte, il y a lieu d'évaluer et de progresser en validant chacune des étapes pour voir si chacun a respecté au mieux, compte tenu d'une conjoncture, on n'est pas toujours maître de tout, en respectant les engagements des uns et des autres. Donc le gouvernement a décidé, et c'est ce que nous vous proposons, d'inscrire les mesures 2014, il y en a peu, toutes les mesures de 2015, nous aurions pu attendre, et par contre, dans le courant de l'année 2015, en évaluant la réactivité des choses, du monde économique, de l'emploi, des investissements, de la croissance, il y aura peut-être lieu d'anticiper ou de retarder telle ou telle mesure, mais nous n'inscrivons pas dans cet a priori. Nous avons un cadre pluriannuel décliné sur l'ensemble des mesures. Il n'est pas chiffré dans ce document, il a été assez largement chiffré. J'en profite pour dire à Nicole Bricq que la surtaxe IS dont il est question rapporte autour de 2,5 milliards d'euros. Sachant qu'il faut toujours être prudent par rapport aux chiffres, il y a des chiffres bruts, il y a des chiffres nets. Chacun sait que les allègements de cotisations sociales engendrent à peu près mécaniquement une augmentation de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu. Donc il faut parfois
Certains ne parlent que du chiffrage brut, d'autres déduisent les retours d'impôts que l'on peut attendre, qui ne sont pas d'ailleurs mécaniquement de 33% comme on pourrait le penser, qui sont parfois inférieurs. Enfin, tout ça résulte de travaux assez techniques que je vous épargne. Et donc, voilà quel est le choix de l'inscription dans le temps des mesures et de leur déclinaison opérationnelle. Donc, je crois qu'il faut vraiment comprendre que c'est un engagement très fort qui s'étale sur 3 ans, mais qui, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, certains partenaires sociaux nous l'ont demandé de ne pas tout écrire tout de suite en disant, attendez, regardons quand même comment tout ça réagit, et puis au fil du temps, on déclinera les mesures. Elles sont connues, elles sont quantifiées. Vous aurez d'ici une semaine, puisque le Conseil des ministres examinera le 28 juin prochain le PLFSSR, non, le PLFRSS, et vous en aurez les détails, figurent déjà assez largement dans tous les documents qui vous ont été transmis ou qui ont été diffusés. D'ailleurs, les caisses de sécurité sociale, s'agissant de cotisations sociales, ont été destinataires des avant-projets puisqu'ils ont à rendre un avis. Beaucoup de questions ont été posées donc, par le sénateur Doligé, auxquelles je viens en grande partie de répondre. Les économies sur les collectivités locales, oui, elles sont connues. Y aura-t-il des hausses par rapport à des baisses? C'est ce que vous avez suggéré. Le gouvernement n'a pas l'intention d'augmenter toute forme de fiscalité. Bon, maintenant, vous voulez, encore une fois, ça a été dit, ça a été annoncé. Vous ne trouverez rien dans ce texte qui augmente de la fiscalité. Vous ne trouverez rien dans les cartons qui augmentent des fiscalités. Et là encore, il faut être tout à fait clair et transparent. Il y a certaines formes de fiscalité qui ont été inscrites dans le temps, notamment en fin d'année dernière. C'est la fiscalité environnementale. Elle a été inscrite pour 3 ans. Et comme vous êtes des lecteurs attentifs des rapports de vos rapporteurs généraux, je n'ai pas franchement lu complètement celui de François, mais il se trouve que j'avais signé le mien lorsque j'étais à l'Assemblée. Vous savez qu'il y a une montée en puissance de la fiscalité, de la contribution climat-énergie. Il faut se le dire très clairement. Elle est destinée à financer la montée en puissance du CICE, pour le financer pour petite partie, sachant que nous aurons l'occasion d'ailleurs d'en reparler. Le CICE est bien inscrit dans le temps. Sénateur Doligé, vous posiez la question. Les chefs d'entreprise sont en train de le percevoir. S'en rendre compte, finalement on ne savait pas que c'était ça. Il y a quand même beaucoup d'étonnement. Je rappelle qu'il a été calculé sur la base de 4% de la masse salariale, enfin, vous connaissez tout ça, mais que l'année prochaine ce sera 6%. Donc ça va être la moitié en plus, à situation toute chose égale par ailleurs. Ce sera la moitié en plus pour les entreprises. Et que, bon, il y aura peut-être quelques menus aménagements, mais vraiment très très menus, des ajustements très techniques. Et nous attendrons les rapports d'évaluation. Tout ça est destiné effectivement à s'inscrire dans la durée. Sur le logement, beaucoup de questions ont porté sur ce secteur du logement. Elles nous interpellent tous. Moi, je vais répondre avec beaucoup d'humilité sur la question du logement, en tenant compte de la remarque qui a été faite tout à l'heure sur la... Enfin bon, écoutez, je ne vais pas me lancer dans un débat sur lequel je viens de vous dire que je n'étais pas spécialiste. Mais j'observe, monsieur le sénateur, que beaucoup de mesures ont été prises en direction du logement. Beaucoup. Plus de 5 milliards ont été engagés en 2012 dans le secteur du logement. Je vous rappelle la TVA à 5,5% sur les travaux de rénovation thermique. Je vous rappelle l'abaissement du seuil de TVA sur le logement social à 5,5%. Je vous rappelle la réforme des plus-values des valeurs immobilières en raccourcissant la durée de ces plus-values, une mesure d'ailleurs que la droite avait prise en son temps, qui avait provoqué un blocage du marché immobilier et sur laquelle nous sommes revenus. Je vous rappelle les dispositifs fiscaux et de TVA
ou de taxe foncière sur le logement intermédiaire. Donc je veux dire, s'il suffisait de prendre des mesures fiscales ou budgétaires pour décoincer le secteur du logement, j'ai envie de dire, ça se saurait. Ou en tout cas, nous aurons l'occasion de mesurer les effets s'il y a des effets retard. Nous avons d'ailleurs un certain nombre de dispositions concernant la mise à disposition du foncier que nous souhaitons d'ailleurs accélérer, puisque dans certains secteurs, c'est l'indisponibilité de foncier qui retarde la construction. Ce n'est pas vrai dans tous les secteurs géographiques, je veux dire, mais dans un certain nombre de secteurs, c'est vrai. Et si l'État, avec un certain nombre de ses biens, peut y apporter de la fluidité, l'État le fera. D'ailleurs, je conclus sur ce sujet en disant que dans le PLF 2015, le gouvernement vous proposera un certain nombre de choses. Oui, non, mais beaucoup de choses ont été mises en place. Il y a des effets dans le temps. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, je répète, si les décisions budgétaires, n'étant pas spécialiste, pardon de le dire une troisième fois, je vais quand même me permettre de penser qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'effets d'aubaine, qu'il y a un certain nombre de mesures qui se retrouvent parfois pas forcément là où ils devraient se trouver, parfois plus chez le propriétaire ou chez l'entreprise que chez l'organisme bailleur ou chez le locataire. Il y a quand même dans notre pays, qui est un des pays où on accompagne le plus la construction de logements, mais où le prix du logement est l'un des plus chers. Ce qui est d'ailleurs un grave handicap sur la compétitivité. Il y a quand même à se poser un certain nombre de questions. Et où le patrimoine immobilier des particuliers est le plus important. Voilà, je ne porte pas de jugement, je me permets de faire un constat. Et donc, je crois que la réponse est probablement moins simpliste que ce qui a pu être sous-entendu par certains d'entre vous. Le sénateur Adnot parle du RSA. Je pense que vous parlez du RSA activité qui est sous-demandé, hein, non pas le RSA socle, non pas que nous ignorions cette question. Le gouvernement travaille actuellement, ou réfléchit en tout cas déjà, et travaille, parce que quand on réfléchit, c'est déjà une forme de travail, sur la mise en cohérence des dispositifs RSA activité et prime pour l'emploi. Ce n'est pas un secret. Le député Sirugue a commis un rapport fort intéressant sur le sujet. Il n'est pas impossible que dans un avenir plus ou moins lointain, nous puissions reprendre un certain nombre de ces propositions. Le sénateur Café a souligné le lien entre les deux textes. C'est effectivement une cohérence que Michel Sapin a mis parfaitement en évidence dans son propos. Concernant les recettes, le rebasage qui a été fait consiste à prendre comme référence la loi de finances rectificative de fin d'année. Et donc, ce qui a été fait en 2014 prend en compte la totalité de la moins-value de la fin de l'année 2013. Et donc, vous trouvez 15 milliards par rapport à la LFI 2013, mais vous retombez sur les bons chiffres, c'est-à-dire 5,3 milliards, si vous prenez comme référence la LFR de fin d'année 2013. Et ils sont liés essentiellement à l'effet base et à une révision de l'élasticité. Tout ça est un peu technique, mais effectivement important en termes d'effets cumulés. Il ne faut pas négliger l'effet de l'élasticité. Et sur l'analyse des différents impôts, vous trouverez dans l'exposé des motifs, je crois, un certain nombre de points sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA. Bon, on est encore un peu tôt dans l'année pour regarder précisément ce qui se passe en 2014. Pas de signe de mouvement massif annoncé. Nous aurons l'occasion d'en reparler puisqu'on est appelé à se revoir assez souvent avant la fin du mois de juillet. Je termine en espérant n'avoir oublié aucune des questions sur les remarques du sénateur Dominati qui dit le déficit se dégrade. Tout dépend de la référence que l'on prend, mesdames, messieurs les sénateurs.
il y a un objectif qui est fixé dans une loi de finances initiale. Cet objectif, on nous dit parfois qu'il est trop ambitieux. Et quand on ne l'atteint pas, on parle de dérapage. Mais ne pas atteindre l'objectif, ça ne veut pas dire forcément qu'on a été complètement nul, surtout si on a quand même réduit substantiellement le déficit. Je fais parfois un parallèle osé, mais que je peux me permettre vu ma rondeur. C'est comme quand on fait un régime. Si vous prévoyez de perdre 10 kilos et que vous n'en perdez que 8, vous dites c'est quand même 8 kilos de perdu, quoi. Hein? Alors vous n'allez pas dire j'ai dérapé parce que j'aurais dû en perdre 2 de plus. En matière de réduction des déficits, pardon d'utiliser une métaphore qui, comme toute métaphore, a toujours son travers, mais on parle de dérapage lorsque l'on réduit un déficit moins que ce qu'on en avait prévu de le réduire. On l'a quand même réduit. Et là, on l'a réduit d'exécution à exécution, enfin on prévoit de le réduire, de 3 milliards d'euros. Bon, alors on verra l'arrivée. Peut-être qu'on ne l'aura réduit que de 2,5, mais peut-être qu'on l'aura réduit de 4 ou de 5. Il faut être modeste par rapport aux prévisions. Quelqu'un a interrogé tout à l'heure sur l'effet de l'inflation. Pardon, je crois n'a pas répondu, je crois que c'était le président. Sur l'inflation, a priori, on devrait penser que l'effet il est nul sur l'inflation, puisque, je dis a priori, en tout cas sur le solde nominal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dépenses qui augmentent moins vite que ce qu'on aurait pu attendre, et puis il y a des recettes qui aussi augmentent moins vite que ce qu'on aurait pu attendre. A priori, on pourrait penser que l'effet est nul. Sur le déficit structurel, la chose n'est pas la même, puisque vous savez que l'évolution de la dépense prend en compte le prévisionnel, et que dans ce prévisionnel, l'inflation est évidemment un facteur déterminant. Donc, moi, là encore, j'aurais beaucoup d'humilité. Les spécialistes nous disent qu'effectivement, un peu plus d'inflation ne nuirait pas. La Banque centrale a pris des mesures dans ce sens, et nous verrons bien quelles seront les évolutions. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président, les éléments de réponse que je suis en mesure à ce stade de vous fournir, en vous disant notre disponibilité pour avoir un échange et un travail régulier et fructueux avec votre commission. Eh bien, c'est très certainement ce qui va se poursuivre, monsieur le ministre. Sans doute aurons-nous encore des discussions sur le thème de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Et voilà, chacun peut avoir son angle de vue, bien entendu. Et rappelons quand même que, comme l'a rappelé Philippe Dominati, il y a bien des recettes supplémentaires, mais que ces recettes supplémentaires sont aussitôt utilisées pour faire des dépenses supplémentaires. Même si la dépense et le réaménagement sympathique pour certaines catégories de contribuables du bas du barème de l'impôt sur le revenu. C'est quand même bien une réalité. Mais, chers collègues, nous avons évoqué ces sujets. Chacun peut avoir ses arguments et sa vue des choses. En tout cas, ce débat aura vraiment permis d'expliciter pour tous les présents et pour ceux qui nous ont écoutés la présentation de ce collectif budgétaire. Merci, mes chers collègues, et la séance est levée. Voilà pour cette audition consacrée au collectif budgétaire. Nous y reviendrons plus largement avec nos invités à 19h dans 24h Sénat, le journal. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Public Sénat et à tout à l'heure, 19h.